Bon voilà, on va vous parler avec Nicolas Stilios qui est là à côté de moi, d'un sujet, ma foi, peut-être un peu nouveau peut-être dans le contexte là, et de vibrations et de bruit à bord de navires. Voilà, donc ça tombe bien, à Marseille, qui est le premier port de France a priori. Voilà. Bon, donc Nicolas, il a dirigé une entreprise, une société spécialisée dans les systèmes de propulsion des navires, d'accord. Donc, on a chargé de le présenter rapidement et il a beaucoup d'expérience. Il a fait tout un tas d'activités sur ces systèmes-là. Donc, les systèmes de propulsion, c'est du moteur jusqu'aux hélices, en passant par toute la transmission et lignage laser, analyse modale, analyse vibratoire, usinage sur site. Analyse vibratoire aussi, enfin bref, beaucoup d'activités dans ce domaine sur tout un tas de bâtiments, de navires en différents points du globe, on va dire, du globe. Voilà. À partir de Marseille, il habite pas loin d'ailleurs. Bon, moi-même, je suis plutôt en acoustique du bâtiment, d'accord, bâtiment résidentiel, tertiaire, des bruits de l'environnement aussi, des bruits des installations aéroliques, et voilà, c'est de la conception et puis des mesures sur site. Et donc il y a quelques années, grâce à Nicolas, on a démarré une collaboration pour répondre à des demandes de constructeurs ou de sociétés de maintenance de navires, donc des navires à moteur. On a des cycles qui sont MY, motor yacht, et pour évaluer les performances de ces navires en termes de niveau de vibration, c'est Nicolas plus précisément, et des niveaux de bruit, ça sera moi-même, pour vérifier l'adéquation de ces paramètres avec des cahiers des charges spécifiques, parfois des codes ou on verra des normes donnant des références en fait de ces valeurs. Vérifier ces cahiers de charges et occasionnellement donc de donner des voies d'amélioration sur certains paramètres. Voilà. Donc ça, eh bien, voilà, c'est pour ça que je dis on va essayer de démarrer. Là, on doit être à plein pot sur un gros bateau. Donc ça nous a conduit tous les deux à collaborer sur différents bateaux au cours de plusieurs années. On va vous montrer un peu des échantillons de ces bateaux. Et parfois sur des interventions multiples, justement, sur quelques années, quand les constructeurs mettaient au point des navires ou des bateaux un peu nouveaux, en fait, des nouveaux bateaux. Ils avaient besoin de vérifier des paramètres, on revenait, ils faisaient des améliorations, on revenait. On ne savait pas toujours ce qu'ils faisaient, comme en termes d'amélioration, mais on avait donné des pistes parfois pour ces améliorations. Donc on va vous présenter quand même un peu le contexte général de ces interventions, l'objet des interventions. Je n'ai pas de plan écrit. Des sources de bruit, Nicolas va reparler des sources de bruit après un peu en détail, justement, les moteurs, la motorisation, la propulsion, tout ça. On reviendra un peu sur les exigences, les cahiers des charges qu'on va suivre, avec les normes de mesure, normes de mesurage, rapidement. Et puis on vous donnera des exemples de mesurage qu'on a pu réaliser. Donc voilà, dans le contexte des interventions, c'est bien, on les voit un peu en grand, là, l'écran il est magnifique. Donc on va parler de confort vibratoire et acoustique des occupants, des bateaux. Un petit peu la santé des équipages vis-à-vis du bruit au travail. Là, on va retrouver des notions qu'on a, nous, quand on bosse dans le bâtiment. Il y a les occupants, il y a aussi les travailleurs, les gens qui travaillent, soumis des fois à des ambiances très bruyantes. Aussi un petit peu, un peu plus anecdotiquement, mais enfin c'est aussi un sujet, le bruit émis par les navires vers l'environnement. Alors on ne parle pas du bruit sous l'eau, donc là on va faire de l'anthropophonie, ce qu'on a dit tout à l'heure, malheureusement, mais on y est. Et dans la majorité des cas, Nicolas a été appelé pour des problèmes, des vibrations excessives, des choses comme ça, donc on va voir qu'il y a peu de normes, ou en tout cas peu de référentiels, ou des référentiels des constructeurs eux-mêmes. Voilà. Donc là, on vous a mis un certain nombre des bateaux sur lesquels on a pu aller. Vous voyez les dimensions de ces navires. Bon, c'est en gros des yachts de 25 mètres pour les catamarans ici. Vous avez maintenant des catamarans qui sont strictement à moteur, comme tout en bas, ou à voile également, mais qui ont aussi les moteurs et quasiment les mêmes moteurs que les autres. Vous avez tout autour des très belles unités en fait, de 50, 60 mètres, voire 92 mètres. Celui-là là-haut, pendant longtemps, il a été un des 20 premiers plus grands au monde. Et puis maintenant, si vous commencez à regarder ce qui se fait, on a multiplié ça presque par 2. Donc ça grossit.
Voilà. Puis au milieu, voilà, j'ai pu aller sur un bateau de la Marine nationale aussi, c'était assez intéressant pour des problématiques qui sont un peu poussées à l'extrême au niveau du, on va dire, du confort, si on peut parler de confort à bord. Donc l'objectif des interventions, c'était surtout donc, mesurer des vibrations et le bruit dans différentes conditions de navigation, on va voir, y compris à quai ou au mouillage. Concernant les bruits aériens, on va retrouver aussi des exigences telles que des isolements entre des cabines dans ces bateaux qu'on peut vérifier, un peu comme on le fait dans le bâtiment. Et puis comparer ces niveaux mesurés avec certaines exigences. On verra tout à l'heure un petit peu les références qu'on a. Et si les exigences ne sont pas respectées, voilà, rechercher des voies d'amélioration, mesurer éventuellement après travaux. Voilà, sachant qu'on ne sait pas toujours ce qui va être fait par le constructeur. Alors, Nicolas va prendre la partie des sources de bruit et des moteurs. Et puis après, je reviens, on se repasse la main. Donc bonjour à tous et à toutes. Après cette brillante introduction de mon ami Pierre, voilà, donc on va partir sur, déjà à la base, on ne parle pas de bateau, on parle de navire. Ça fait un peu plus sérieux. Quoi. Il y a un navire, c'est un bateau, c'est des trucs, on n'est plus là, qui traînent sur le vieux port à Marseille. Non, là on parle de navire, ça fait sérieux. Il y en a deux bien quand même. Oula. Donc voilà, donc la définition, j'ai repris la définition du Larousse, c'est un bâtiment ponté d'assez fort tonnage destiné à la navigation en mer. Ça, c'est la définition du Larousse. La mienne, c'est pas ça. C'est une ville flottante et mobile et complètement autonome. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur, il y a de quoi, bon, pour transporter des personnes ou des cargaisons, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, le truc est autonome. Ça veut dire qu'il y a une propulsion, il y a une production d'énergie, de fluides froids, chauds, de traitement des eaux usées, donc des sources de bruit quand même qui sont quand même assez importantes. Alors, donc dans ce cas, dans le cas présent, la source de bruit la plus importante, c'est la propulsion. Quand le navire et tout est en mer, donc la propulsion, c'est 90% et tout des vibrations sont générées par la propulsion. Au départ, l'hélice, ça c'est la partie turbulence des pales, c'est-à-dire on a souvent la forme du bateau, quand on a une hélice à 5 pales, 5 fois par tour, l'eau elle va être en fonction de la forme de la coque, l'eau elle va être arrêtée, quoi. Donc là on se retrouve avec des vibrations assez fortes et assez importantes. Ensuite on peut avoir un balourd d'hélice, une hélice mal équilibrée, ça arrive, surtout sur des hélices et tout, qui sont pour des bateaux, dont on montrait tout à l'heure sur des yachts et tout, qui tourne assez vite et l'hélice est pas bien équilibrée, on peut avoir des balourds, comme la roue de la voiture, quand on a chez feu vert. Après, l'hélice aussi, ce qu'elle génère, ça c'est à basse vitesse, c'est des champs d'hélice, je vous montrerai tout à l'heure tous des spectres. Donc ça, à basse vitesse, l'hélice les pales se mettent à résonner, donc peuvent produire des fréquences de l'ordre de quelques centaines de hertz ou 1000. Mais c'est pas trop gênant, parce que dès que la vitesse augmente, dès que le bateau commence à prendre un peu plus d'air, et le phénomène disparaît. Après, il y a des phénomènes qui sont importants, et ça, vous avez certainement dû vous en rendre compte, c'est le phénomène de cavitation. Quand vous prenez les bateaux, à Marseille, si vous allez au Frioul, ou moi récemment, je suis allé à Porquerolles, il y avait le petit bateau là, qui nous amène et tout sur l'île. Derrière, la cavitation, c'est un phénomène où il y a des bulles d'air qui sont projetées sur le cocon et tout de la coque, et qui explosent. Et là, ça fait un bruit, c'est intenable, quoi. Et sur certains, moi j'ai eu des cas sur certains bateaux où derrière, tu ne peux pas rester, quoi. Il te mettre une tête. Il faut carrément un casque anti-bruit. Après, la deuxième source et tout de vibration, quand le bateau et tout est en navigation, on parle de navigation là, dans ce cas-là, c'est le moteur. Donc c'est les moteurs à explosion. Donc moteur à explosion, c'est des chocs, donc un moteur qui tourne à, je sais pas moi, 1500 tours. 1500 tours, ça fait 25 Hz, donc ça veut dire que pendant tout le cycle, on va avoir boum, 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 boum. Donc ça, c'est amplifié par le système et tout d'échappement. Alors il y a des silencieux, mais ça génère aussi et tout des vibrations. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sources de la vibration, et là qu'on entend, ce que je disais tout à l'heure, comme c'est une ville flottante, on a des groupes électrogènes, on a des climatiseurs, des pompes, tous les systèmes et tout de traitement des eaux usées et tout. Donc ça, c'est particulièrement gênant quand le navire est à l'arrêt, parce qu'en fonctionnement, c'est noyé dans le bruit ambiant du moteur.
Donc quand le navire est à l'arrêt, au mouillage ou à quai, alors Pierre il disait qu'il y avait sur l'environnement, par exemple quand le bateau, il y avait une des photos, on voyait le bateau, il était à quai, et là ça gênait justement les riverains. Donc là, on était en plein dans l'anthropophonie. Là. Alors malheureusement, c'était pas les animaux, mais c'était les riverains. Et donc là aussi, voilà, les sources et tout, il y a des sources et tout de bruit. Donc toutes ces sources, quoi, elles viennent, la plupart du temps, c'est les sources mécaniques, de machinerie. Alors, l'avantage de ça, c'est que, bon, pour traiter ça, à la base, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette source, avant de commencer à mettre des systèmes et tout pour atténuer. Parce que si on s'aperçoit qu'il y a une hélice qui est mal équilibrée, qui génère toute une vibration, on peut y travailler tout dessus. Donc la vibration, c'est ce que je mets là, c'est un caractère périodique, une vibration, contrairement à un bruit qui a un caractère aléatoire. Tout à l'heure, on parlait de cavitation. Cavitation, pour moi, c'est un bruit. Des turbulences d'hélice, c'est vibratoire. Donc on a un phénomène et tout périodique. Donc à partir, on verra après, on en parlera et tout à l'heure, à partir d'une analyse et tout spectrale, on est capable d'identifier. Et ça, c'est quelque chose de tout d'important. Ensuite, ces bruits, ces vibrations vont se transformer en bruit qu'on va commencer à entendre, parce que là, on parle de... les bruits, là, vous êtes tous acousticiens, donc c'est les bruits aériens. Mais à la base, toutes ces vibrations, on va par exemple avoir des armoires qui claquent ou des choses comme ça, et là, ça va générer du bruit. Donc là, dans le domaine, pour en parler, on parlait un peu des ordres de grandeur. Nous, le domaine est tout de fréquence. Allez, maximum, dans ces cas-là, on est à 500 Hz maximum. C'est entre quelques Hertz, 1 ou 2 Hz, sur la vitesse de rotation, jusqu'à 500 Hz. C'est vraiment le maximum. 500 Hz, ça sera les bruits générés par les vibrations générées par le moteur. Et là-dessus, évidemment, on a des phénomènes extérieurs qui viennent quand le navire est en navigation. Phénomène de houle, où le bateau il va venir taper. Giration aussi. Moi, j'ai eu des cas où on nous avait appelé, ouais, quand le bateau il tourne, ça se met à vibrer et tout. Là, c'est pareil. On a le safran, quoi, qui va venir perturber toujours la même chose. Le flux en sortie d'hélice, donc qui va encore générer des vibrations. Ensuite, on a des phénomènes de résonance. Bon, on ne va pas rentrer un peu dans le détail, mais bon, la fréquence propre et tout d'une structure, une des fréquences propres, c'est proportionnel à la raideur divisée par la masse. Donc la fréquence, on va pouvoir l'exciter, parce que si on fonctionne, évidemment, le navire il est fait pour fonctionner à des allures différentes. On peut exciter parfois les fréquences de résonance. Ou, pareil, on peut changer, avec les cas de chargement, on peut changer la masse. Vous voyez, donc il y a des navires, par exemple, j'ai eu beaucoup de cas où le navire, quand il est vide, il fait des trajets à vide sur des cargos, ça se met à vibrer, on a beaucoup de bruit d'hélice et tout, mais dès que le navire est chargé, les bruits et tout, ils disparaissent, quoi. Du moins, les vibrations et tout disparaissent. Donc, ça devient assez complexe, comme je le dis, parce qu'il faut intégrer tous ces phénomènes. Alors, il y a des normes et tout qui existent. Alors, au départ, Pierre, il en parlait un peu en expliquant qu'il y a des bureaux d'études, mais il y a très peu de bureaux d'études. Ça commence. Le seul bureau d'études, moi, que je connais qui était sérieux, c'était ceux qui étaient capables de travailler en amont, c'était les gens du chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Voilà, sur les paquebots, donc il y a un travail qui est fait tout en amont, mais souvent, l'architecte naval et tout, il arrive, il installe et tout sa structure, il installe. Il va dessiner son bateau, il va dessiner sa coque, puis après il va commencer à mettre des éléments comme bon lui semble. Et là, on se retrouve, nous, souvent on était appelés, ouais, il faut venir, ça vibre, on comprend pas, machin, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Alors à part soit refaire le bateau, ouais, mais ça, il fallait y penser avant. Donc on trouve toujours des solutions. Soit il y a beaucoup, un truc qui a été mal fait au départ, donc qu'on peut par exemple corriger, soit après travailler sur des systèmes et tout pour atténuer. Et le dernier point, ce qui intéresse de plus en plus, c'est tous les armateurs et les exploitants, c'est la partie maintenance. Parce que les vibrations, comme c'est un phénomène, je disais tout à l'heure, phénomène périodique, on est capable d'identifier d'où ça vient. Et à partir de là, l'analyse un peu plus poussée, bon, on peut jouer sur de la prédiction. On dit attention, là ça vibre, dans quelques temps, si ça continue à vibrer comme ça, vous risquez d'avoir des problèmes, de casse. Donc là, il y a quelques exemples, on va prendre
avec le laser. Là-haut, là, on voit le champ d'hélice, hein, on voit les quelques centaines de hertz. Là c'est une hélice et c'est qui va chanter. Donc là, ici, sur ce cas-là, c'est vraiment un bruit, phénomène et tout de cavitation. Donc là, il y a l'explication ici là, la cavitation, c'est les bulles et tout qui viennent sur l'extrado et tout de l'hélice et qui viennent percuter, là, qui viennent exploser sur la coque. Là, on voit ici, là, en bas, c'est la partie champ d'hélice, où on a ici, c'est ce qu'on appelle un bord anti-champ. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vortex qui se créent dessus et dessous, okay, et qui viennent converger en bout de pale. Alors, ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il fait ce bord, là, avec un petit chanfrein, bah, ça permet de faire converger les bulles, les vortex, en dehors, pas sur le bord de l'hélice, un peu en dehors. Et donc le champ, ça se fait surtout à basse vitesse. Dès qu'on commence à faire avancer le navire, là, ça disparaît. Bon, après, c'est gênant, c'est surtout surprenant au départ. Là, on voit des spectres avec les différents ordres. Là, avec, par exemple, là, c'est la vitesse de rotation. Là, on se retrouve à l'ordre 5. Par exemple, c'est une hélice à 5 pales. Donc, on se retrouve et tout avec les turbulences de pales et tout qu'on retrouve ici. Et l'avantage, c'est qu'on est capable vraiment d'identifier. Ça nous permet vraiment de bien diagnostiquer et de ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir trouver des solutions. Après, il y a d'autres systèmes. On a ça, j'ai vu ça une fois dans mes 30 ans de carrière en fonctionnement. C'est un système où on va créer une vibration, mais en opposition de phase. Le truc qui tourne. Et ça atténue, c'est une grosse masse et tout qui tourne, c'est comme, on appelle ça, en anglais, j'appelle ça tune damper, un truc comme ça. J'ai vu ça une fois, c'est vrai que c'était efficace. Après, bon là, des phénomènes, ce que je disais tout à l'heure, et tout, des phénomènes de résonance, où on voit une vibration qui apparaît en début, là ça c'est une montée en allure d'un navire, voilà, on monte. Et puis là, on a un phénomène de résonance, on retrouve et tout un autre phénomène de résonance, vous voyez, c'est à peu près la même fréquence qu'on va venir retoucher et tout ici. Alors ça, c'est là, là j'ai mis le temps, mais on peut mettre la vitesse de rotation et tout de l'élément propulsif. Voilà, donc là, c'est sur un enregistrement sur 10 minutes. Là, on voit, c'est un spectre de choc sur un diesel. Et après, voilà, après ça, c'est les trucs moi, qui me faisaient marrer, c'était les architectes qui se disaient, voilà, on va mettre le moteur, l'alternateur, on va mettre ça sur cylindre bloc. Okay, alors, le moteur et l'alternateur, ils ont leur fréquence et tout de fonctionnement, par exemple. Okay, mais derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'hélice. Et la vibration, elle se transmet dans ce sens-là. Mais une vibration, elle peut se transmettre aussi dans l'autre sens. Et moi, j'ai eu des cas où c'était l'hélice qui venait faire vibrer tout le moteur. Ça n'avait rien à voir avec la vibration du moteur. Vous voyez, les trucs, moi, dans mon boulot, ce qui m'a permis, c'est que, ayant la globalité de la propulsion en tête, j'étais capable de réfléchir à tout, quoi. Alors que le fabricant de moteur, il a son moteur, le reste, il s'en fout. Ah non, mais mon moteur, c'est le meilleur du monde et tout, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ton moteur, si tu le mets avec tel type d'hélice, tel type d'arbre, tu vas être emmerdé. Voilà. Donc là, voilà, ils mettaient des trucs avec des masses double, plus qu'on appelle ça, là, avec une masse et double système de suspension. Mais moi, une fois, j'ai vu, c'est que la plaque ici, sa fréquence de résonance, c'était exactement la fréquence de rotation du moteur. Donc on se retrouvait avec un truc qui se mettait à vibrer, c'est énorme, quoi. Vous voyez ? Donc tout ça pour dire que, voilà, là, j'ai montré quelques exemples et tout du matériel et tout qui était utilisé. Bon, on a nos capteurs, nos accéléromètres, bon, des systèmes monovoix pour pouvoir prendre sur point par point. Là, le système et tout là-haut, là, ça c'est un bateau de la CMN. Là, bon, on voit pas trop bien tout sur la diapo, mais c'est système multivoix, là, un peu dans ce style, où là, carrément, il fallait faire toute une analyse modale, voir comment tout bougeait, parce ils ont installé sur ce bateau, maintenant il est toujours à Marseille, hein, ils ont installé un système de filtre à particules. Donc filtre à particules sur un bateau comme ça, c'est une cathédrale, quoi. Et ils voulaient s'accrocher sur ici, là, sur les deux compartiments et tout qui sont là. Voilà, et puis là, le dernier point, là, c'est encore un autre phénomène, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qu'on faisait aussi, c'était tout ce qui est analyse de vibration de torsion. Donc là, c'est encore un autre... Ça, c'est plus pour des histoires de casse.
ça induit pas des vibrations qui vont se transformer en bruit, qui vont se transformer en flux gênant. Par contre, au niveau casse, ça peut aller très loin. Et ici, bah, après, c'est du matériel tout que vous connaissez. Ça, c'est Pierre, du sonomètre, un caisson, source de bruit rose, bruit blanc, bruit rose. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait très peu de... Il y a quelques normes et tout qui existent, mais qui ne sont pas vraiment appliquées. Donc là, Pierre va passer un peu en revue un peu les différents cahiers des charges et tout des constructeurs et des normes qui existent et comment on essayait un peu, nous, de les utiliser. Okay, voilà. Merci. Bon, je reprends sur les exigences qu'on va vérifier à travers les mesures qu'on va pouvoir faire après sur les navires. Donc on a dit un petit peu en introduction qu'il y avait des cahiers des charges, surtout du constructeur ou du mainteneur, parce qu'en fait, sur les bateaux qu'on a vus, il doit un certain niveau de confort au client, qui va utiliser le bateau, et des exigences en matière de niveau de vibration et de niveau de bruit aérien et éventuellement d'isolement entre les cabines. Là, ça, on va les voir, on va voir des exemples un petit peu de valeur. Il y a aussi un code de la navigation qui traite du bruit au travail. Donc ça, on va retrouver des choses, j'en donnerai quelques éléments après un peu plus en détail, mais donc c'est le bruit maximum que peuvent subir les travailleurs sur les bateaux. Donc ça concerne les secteurs commerciaux, la pêche, des charters qu'on a vus dans la gamme des bateaux qu'on a vus, il y a des charters. Donc à partir du moment où il y a des travailleurs salariés sur le bateau, il faut prendre en compte aussi leur santé. Et après, il y a des exigences spécifiques locales qui peuvent être liées au bruit justement émis par les navires dans l'environnement vers l'extérieur. Et c'était un exemple que j'avais vu de la lagune de Venise notamment, où donc il m'a amené à faire des mesures à proximité d'un navire pour vérifier si les niveaux sonores à quai et à proximité ne dépassaient pas certains seuils. Et après, je dirais 2 mots sur des exigences spécifiques de la Marine nationale pour limiter le bruit à bord de ces navires. Donc voilà des exemples de cahiers des charges avec des engagements du constructeur donc vis-à-vis de son client qui paye très cher ces bateaux. Bon, on n'a pas donné d'ordre de grandeur de prix, mais c'est énorme. Et on a à gauche, c'est les niveaux sonores dans les locaux sur le bateau. Et à droite, c'est les niveaux vibratoires dans les locaux ou à l'extérieur, sur les ponts. Parce que les occupants, ils sont sur les ponts aussi, dans des salons extérieurs. Et donc, il faut des niveaux de vibration qui peuvent être mesurés aussi sur des ponts, comme outside decks. Alors, c'est souvent en anglais. Le truc, c'est que tous ces bateaux et tous ces constructeurs, ces sociétés de maintenance travaillent, c'est à l'international. Donc on fait les mesures, on fait les rapports, on discute aussi en anglais et on fait les rapports en anglais aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit surtout des choses écrites ici en anglais. Et bon, les notes, c'est les nœuds, ça vous connaissez, je pense. Donc schématiquement, voilà, sur la plupart des navires qu'on a vus, voilà, le constructeur, il s'engage sur ces niveaux maximum à respecter. Alors la première colonne, c'est justement ce qu'on disait à l'ancre ou à quai, quand il y a un générateur qui fonctionne. C'est les différentes sources là, à ce moment-là, il n'y a pas de la propulsion, mais il y a la climatisation, il y a les pompes, il y a les générateurs, les groupes électrogènes. Donc là, rear guest, bon, cabine invitée, les avant, arrière, gauche, droite du bateau. Il faut se familiariser avec tous ces noms, port side et starboard. Donc avec des niveaux, bon, qui finalement, pour des niveaux de bruit d'équipement, ça ressemble à des choses dont on a un peu l'habitude aussi des fois dans le bâtiment, à 40 dBA, mais des équipements qui... Donc il y a du bruit sur les bateaux. Et après, vous voyez que quand on passe à 12 nœuds, c'est par exemple sur un bateau comme celui-là, l'allure de croisière, c'est sur celle-là notamment qui s'engage sur des... Ça c'est un bateau de... Ouais, 10 minutes 5. Voilà, 12 nœuds, 18 nœuds. Et donc, des fois, on pousse un peu plus pour voir comment ça se comporte. Et à droite, ce sont les exigences de niveau de vibration. Ici, c'est demandé entre 1 et 80 Hz en millimètres par seconde, RMS. Alors voilà, pareil, un mouillage, l'encre. Donc, on va voir un petit peu comment on met ça en œuvre.
Une idée, pour vous donner une idée des consommations, je dis ça parce que quand on fait les essais et les mesures en mer, on va y revenir, il ne faut pas trop traîner. Parce que quand on a des mesures à 12 nœuds, des mesures à 18 nœuds et à 20 nœuds, ça consomme énormément. Et donc voilà, on va revenir un peu là-dessus, un tout petit peu là-dessus. Donc un bateau comme celui-là, c'est une coque à déplacement. Contrairement à d'autres coques qui se soulèvent un peu plus en navigation. Il consomme beaucoup pour gagner peu, en fait, hein, puisqu'en passant de 13 à 15 nœuds, il consomme 25% de carburant en plus, par exemple. Bon, ça donne quelques idées. On a besoin d'avoir certains repères, parfois, sur les consommations. Voilà, ça, c'est des éléments qui sont dans le code dont je parlais tout à l'heure, de la marine. Du commerce, avec des limites. Bon, c'est des limites qui sont données pour des niveaux recommandés dans les différents locaux. Hein. Donc là, bon, je ne vais pas les passer tous en détail, mais ça, c'est en lien, en amont, dans le code, on donne des préconisations de niveau d'exposition maximum qu'on connaît pour ceux qui travaillent dans le bruit au milieu de travail. Et on va dire que si c'est en dessous de 80 dBA, il n'y a pas de limite, c'est 24 heures, c'est une exposition quotidienne. Et puis après, quand on va augmenter dans le niveau sonore, eh bien, ce sera plus que 16 heures à ce niveau, et plus que 8 heures à ce niveau, et plus que 1 heure, etc. Jusqu'à une salle des machines où c'est 1 minute, si on est à plein régime. Sauf que là, je précise qu'il faut... Voilà, donc là, avec des protections. Ça, c'est avec des protections, c'est ce qui est écrit là-haut. Oui, obligé. Voilà, sur un pétrolier ravitailleur comme celui-là, eh ben, voilà, il y a le service de santé des armées qui avait mis une instruction technique pour limiter le niveau de bruit dans les locaux de vie. Donc vous voyez, ouais, c'est énorme, hein, 65 dBA, mais quand vous y allez, c'est assez monstrueux, quoi. Hein, il y a énormément de bruit. Donc ils se sont quand même rendus compte que les gens, les occupants, quoi, qui étaient sur le bateau, les marins, c'est 24 heures sur 24. Parce que le bateau, quand il part en mer, il y a du bruit, et il y a tout le temps du bruit. Donc les mecs, quand ils sont dans les cabines des lieux de repos, il y a le bruit, il y a toujours le même bruit. Le navire, il marche, il fonctionne, repos par repos. Donc, on a défini et quand vous allez dans ces locaux et que vous mesurez le niveau sonore, ben voilà, vous avez des valeurs qui atteignent ou qui dépassent ces valeurs-là. Bon, les normes, on en a parlé que très rapidement, mais on fait référence à des normes ISO pour les mesures. Donc, les mesures du bruit, voilà, c'est des normes que vous connaissez. Hein, enfin, celle-ci, l'ISO 2923, c'est spécialement pour les navires. Et les ISO 717 ou 740, bon, on les connaît pour les mesures de niveau sonore, d'isolement entre les locaux, par exemple. Et Nicolas, pour les vibrations, fait référence à 2 normes ISO également pour les mesures vibratoires. Voilà, quand on arrive sur le bateau, bon, je passerai un peu plus rapidement tout à l'heure, mais il y en a un qui va aller mettre des capteurs des accéléromètres un peu partout. Donc là, on montre un exemple, hein, sur un pont extérieur ou dans des cabines, dans des locaux. Et ça, donc, ça va être fait au départ. Donc, on va passer du temps à mettre tous ces capteurs en place. Après, de mon côté, je vais aller, après avoir défini, donc on définit bien avec le constructeur les endroits où on va aller, les isolements qu'on va faire, etc., etc. Les isolements, on va les faire raquer, on les fera au repos, on n'aura pas besoin d'être en mer, mais tout le reste, les niveaux sonores, on va le mesurer en mer. Donc celui qui est là à droite, il va se balader dans tous les locaux. Ça peut être un pont, 2 ponts, donc 15, une vingtaine de locaux. Comme je disais tout à l'heure, il faut aller assez vite, hein, parce que quand on marche à 18 nœuds, ça consomme énormément. Et l'analyse vibratoire va pouvoir se faire après coup, puisque là on enregistre aux différentes allures, et il y a toute l'analyse derrière qui va être faite pour sortir les niveaux de vibration. Tout à l'heure on disait, voilà, parfois, là on a fait, là c'est 2 campagnes de mesure en fait, donc avant et après des améliorations apportées par le constructeur. Donc on ne sait pas forcément tout ce qu'ils ont fait entre les deux, mais on y est allé une fois, on y est retourné, mais ça c'est 2-3 ans, des fois c'est 2 ans après. Voilà, on leur a donné des infos sur ce qu'il fallait faire, donc c'est pas énorme, mais ils ont gagné quelques décibels dans les différents locaux. Là c'est les différentes cabines, avec la limite qui se sont données à 12 nœuds. Si le client il a 1 dBA de plus dans un local, c'était anecdotiquement 10 000 € de pénalité, par exemple.
Donc il faut que nous, on assure aussi pour faire la mesure, qu'on justifie comment on fait la mesure, etc. Donc les appareils homologués et tout ce qui va avec. Voilà, parce que de temps en temps, c'est très, très critique, quoi. C'est un DBA de plus. Voilà, donc quand on affirme un résultat, il faut qu'on soit assuré de ce qu'on a fait. Vous voyez les cabines, bon ça c'est quand même assez, voilà, c'est des bateaux assez luxueux. Il y a un exemple qui est marqué en rouge au milieu parce que bon, on s'est rendu compte, et pendant qu'on fait la mesure, et qu'on mesure l'isolement entre une cabine, et là on voit pas, mais la circulation, le couloir, on s'aperçoit que là pour le coup on est à un niveau qui est supérieur à ce qui est demandé. Et parce qu'il y a des portes coulissantes, par exemple, qui ne sont pas étanches, etc. Donc là, on essaie de discuter avec eux et de voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc la fois d'après, ils ont amélioré les fermetures, des dispositifs de fermeture. On va parler aussi un petit peu des bruits de certains bruits d'équipement. Bon, voilà, les acousticiens qui font des mesures dans le bâtiment, ils connaissent. Là, on fait à peu près pareil, donc les mesures de source d'un côté, réception de l'autre, et les mesures d'isolement entre cabines. Dans les salles des machines, on en parlait tout à l'heure, voilà, donc on est à plus de 100, on est à 110 dBA dans la salle des machines, donc on ne reste pas sans rien, effectivement, sur les oreilles. Après, le gars, il a une cabine un peu derrière, mais il y a toujours des niveaux sonores assez élevés. Dans les postes de repos du gros navire de la marine que vous avez vu, voilà, se poser des problèmes, c'est des logos assez exigus, avec des bruits qui viennent de partout, des systèmes de conditionnement d'air, avec les flèches 2 et 4 qui sont qu'il y a de l'air qui passe, il y a de l'air conditionné qui arrive par la 4 et il y a de l'air qui vient de la coursive. Il y a tout un tas qui est poussé dans la coursive. Et donc il y a du bruit qui vient de la coursive et il y a du bruit qui vient par le système. Et donc il y a tout un tas de sources de bruit. Donc quand ils veulent améliorer le bruit, tout à l'heure on parlait de 65 dBA, il y a du boulot à faire sur différents points en fait. Et là on avait réfléchi à comment faire une porte, pas très très épaisse, avec soit une grille acoustique, soit un cheminement à travers l'épaisseur de la porte pour atténuer le bruit en provenant de la coursive. Voilà. Et juste quelques bruits d'équipement. Par exemple, on a été confronté à ce problème-là de bruit de pompe d'eau douce sur un des bateaux qui faisait donc qui avait des tonalités marquées. Là, c'est à 50 et à 500 et 1 kHz qui était un peu problématique. Donc, il a fallu résoudre aussi ces problèmes-là, avec des capotages. Ce qu'on a vu souvent aussi, c'est que dans les compartiments moteurs et où il y avait les groupes, etc., il y avait beaucoup de problèmes de désolidarisation par rapport à la coque. Et c'est pas vu, mais ça coûte de conduit qui touche la coque et le bruit il part dans tout le bateau. Donc voilà, donc on est obligé d'y faire attention. Dans le bruit de la climatisation, on a vu une fois des bruits aéroliques qui étaient beaucoup trop importants et on a trouvé pourquoi il y avait des jets d'air qui arrivaient devant des obstacles et il y avait des bruits d'équipement qui étaient trop forts, donc ça ils les ont améliorés. Et là c'était une mesure le long du quai pour un bateau. Là les sources de bruit, c'est toutes les sources qui sont finalement au niveau des cheminées là-haut, qui sont susceptibles de produire du bruit sur les quais. Là parfois les constructeurs... S'il y a une dernière slide à montrer, ça serait l'idéal. Voilà. Tu en dis deux mots et puis on a pratiquement fini. Cette dernière, voilà. On finit sur la diapo qui vous semble la plus pertinente. Celle-là, on va faire l'autre après, parce que elles sont un peu liées. Là, c'est les mesures donc, de pression acoustique, avec un sonomètre en bas. Et en haut, sur le pont, c'est toujours sur le pont principal, on retrouve les fréquences, et là, qui viennent justement là, du moteur, fréquence de rotation du moteur, et fréquence de turbulence et tout des pales. Et on retrouve le bruit, vous voyez, à peu près, là il est en tiers d'octave, moi je travaille en bande fine, donc là on retrouve les pics au même niveau. C'était pour montrer la corrélation de ce que je disais tout à l'heure. Et le dernier point, ça c'est les normes, on s'en fout, voilà. Ça c'est un truc assez intéressant, parce que quand on fait les campagnes d'essai comme ça, les gens, il faut vite trouver une solution. Pierre parlait tout à l'heure des histoires de bus, d'aérolique. Il a résolu le problème en prenant des chiffons et en allant boucher à certains endroits judicieux. Et là, de suite, on a gagné 3 dB. Donc 3 dB, l'autre 30 000 €, il était content. Et après, quand le bateau repart au chantier, il refait quelque chose et tout de propre. Et là, pareil, phénomène sur le pont, phénomène et tout, on était en dehors évidemment des critères.
Là, on retrouve, voilà, toujours pareil, c'est histoire de turbulence d'hélice. Et là, on voit, bon, là, il faut vite analyser. Bon, j'ai pas mis on le voit mieux si on le met en logarithmique. On voit ici, là, voilà, sur le pied de spectre, et ici, on voit comme un phénomène de résonance. Donc là, on se retrouve pratiquement à 8 mm secondes. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Ce que je disais tout à l'heure, l'histoire des phénomènes de résonance avec la raideur et la masse. On est allé, on a récupéré plein de morceaux là ça c'est quoi, c'est de la fibre de verre, ces trucs assez lourds, qu'on a posés sur le pont. Et on a vite fait changer les caractéristiques et tout de la fréquence propre et tout du pont. Et on a réussi à descendre et tout, et à être dans les critères qui étaient demandés par le constructeur. Mais vite, il faut faire ça, on n'a pas le temps de rentrer, bon ok, on va faire une étude et on vous rappelle dans 3 mois. Non. C'est ça qui était assez sympa dans nos interventions. Si j'ai bien compris, vous faites avec les moyens du bord. Parfait. Ah ouais, ça, voilà, avec le... Voilà, c'est un peu plus doux, cette dernière image, parce qu'on a fait du bruit. Merci beaucoup. Merci à vous.